c'est la première personne qui, de façon militante, là encore, a été reconnue, après une longue procédure, comme la première personne de genre neutre, indéfini, en Australie. Là aussi, c'est un homme à l'origine qui, à 22 ans, est devenu une transsexuelle femme en faisant l'opération complète. Puis, aux alentours de 40 ans, elle a arrêté son traitement hormonal. Elle a tout arrêté et du coup, elle a fait constater au médecin qu'on ne pouvait plus dire si c'était un homme ou une femme. Et donc, elle a demandé à ce qu'on reconnaisse cette ambiguïté. Et l'Australie a reconnu, effectivement, l'a reconnue comme la première personne de sexe neutre, indéterminé, en Australie. Troisième exemple, qui là aussi, c'est en Belgique. C'est un petit garçon qui s'appelle Sen, dont les parents, à 6 ans, ont décidé de l'encourager à devenir une fille, malgré l'avis justement médical qui est de tous les psys qui le suivaient, qui ont considéré justement que c'était un cas classique de dimorphisme et qu'il fallait surtout pas les encourager, que ça pouvait passer. Les parents ont encouragé leur enfant et donc l'ont transformé en petite fille qui s'appelle désormais San. L'éducation nationale en Belgique a accepté, puisque c'est pas légal en Belgique, mais ils ont accepté de le faire vivre comme une petite fille, qui vive comme une petite fille à l'école et dans la société. Cet exemple-là est malheureusement donc, très ponctuel en Belgique, mais c'est quelque chose qui s'est développé il y a ne serait-ce qu'un mois en Argentine. On y reviendra dans quelques instants. En Argentine, c'est un pays qui a adopté en mars 2013 une loi qui permet de changer de genre à l'état civil sans changer de sexe. C'est-à-dire qu'un homme peut tout à fait, en Argentine, obtenir des papiers d'identité pour devenir une femme. Et là encore, de façon militante, là, il y a moins d'un mois, il y a un mois et demi, pardon, des parents d'un enfant de 6 ans ont fait reconnaître le droit de leur enfant, alors que ce n'était pas prévu par la loi, à lui aussi changer de genre à l'état civil, en prétextant que c'était une discrimination vis-à-vis des enfants de ne pas avoir les mêmes droits que les adultes, le droit de pouvoir changer de genre. Et donc on a le premier enfant en Argentine qui a changé de genre officiellement il y a un mois et demi. Et pour sourire un peu, de façon un peu plus légère, mais vous allez beaucoup en entendre parler, voici Conchita Wurst, qui est le candidat ou la candidate de l'Autriche à l'Eurovision. Voilà. Et donc, Conchita Wurst est typiquement ce qu'on appelle un transgenre, puisqu'elle se considère comme une femme, tout en voulant garder ses attributs d'homme. Voilà. Donc, elle est... Ah, c'est un mec, biologiquement c'est un mec, et là lui il n'a même pas fait le début ni traitement hormonal, ni rien du tout. Bon, il se considère comme une femme, et il veut qu'on considère comme une femme, tout simplement, socialement, puisque c'est son droit. Alors, tout ça pour finir sur cette ramification. Tout ça a débouché sur quelque chose, et ce qui explique finalement que c'est très récent. En 1999, Judith Butler a écrit un livre qui s'appelle Défaire le genre, et qui va imposer ce qu'elle appelle le New Gender Politics. Et c'est la volonté de réunir tous les courants, les études de genre, les mouvements LGBT, tous les courants dans un front politique pour le genre. Elle appelle tous ces mouvements à agir de concert au nom de leur marginalité et du nécessaire rejet des normes qui structurent notre société, notre système de filiation et de reproduction. Et donc elle va être très intelligente, puisque elle va... Attendez, oui, j'ai sauté, c'est pas grave. Elle va essayer de nous dire qu'il faut revendiquer l'universalité et l'égalité comme moyen de faire avancer leurs considérations. Il faut savoir que c'est quelque chose de très nouveau et pas très cohérent avec leur démarche, puisque jusqu'à quelques années avant, elles se revendiquaient du mouvement queer, donc de l'étrangeté et de la marginalité. Et là, aujourd'hui, elles revendiquent l'universalité. Et elle le dit, ce terme d'universalité peut, stratégiquement parlant, nous rendre le plus grand service. Je suis arrivé à voir comment le fait de se réclamer de l'universalité pouvait être une prolepse et avoir une efficacité performative faisant advenir une réalité qui n'existait pas encore. Une prolepse, le mot est bien choisi, puisqu'une prolepse, ça veut dire un argument qui n'est plus contestable, qui ne peut pas être contesté. Et effectivement, en utilisant l'argument de l'universalité et de l'égalité, c'est très difficile de contester ce qui pourtant paraît totalement
très loin du bon sens. Et donc elle va essayer de rassembler tout le monde autour d'un front politique qui se base sur 3 choses. Le rejet de la norme du mariage, la parentalité ne doit pas être confondue avec la famille, dit-elle, ça doit être simplement un contrat, donc il n'y a plus de filiation biologique. Les biotechnologies doivent permettre d'accroître la liberté des femmes, et effectivement pour elle le débat PMA et GPA c'est quand même un débat d'arriéré, puisque l'objectif c'est les ventres artificiels, et c'est un des vrais sujets de recherche aujourd'hui de ces militants-là. Et enfin, 3e élément, qui est l'élément central de la théorie du genre, la fin du dimorphisme, c'est-à-dire le rejet du fait qu'il n'existe que 2 sexes, masculin et féminin. Et donc, autour de ces 3 thèmes-là, elle a réussi à rassembler tout le monde en 99, et c'est comme ça qu'a eu lieu la blitzkrieg du genre, notamment auprès des instances internationales. Et voilà comment, finalement, en quelques années, puisque c'est une théorie qui, en gros, est née dans les années 70, et qui a végété dans les mouvements universitaires, dans les mouvements très radicaux LGBT. Et pendant presque 30 ans, rien ne s'est passé. En 99, il y a une volonté politique qui va être portée, notamment dans les instances internationales, par quelques éléments, et ça va effectivement ouvrir la porte à la théorie du genre. Premier élément, c'est la conférence de Pékin en 95. La conférence de Pékin, c'est une conférence de l'ONU qui rassemble 2000 associations et représentants d'associations féminines, qui va être infiltrée par quelques militants du genre. Et pour la première fois, on va avoir le mot genre qui va apparaître dans un texte officiel. C'est d'ailleurs à l'époque assez superficiel, mais ça fait quand même un début de polémique. Et dans l'annexe du rapport de la conférence de Pékin, il y a une annexe qui dit on parle dans ce rapport de la théorie du genre, on parle dans ce rapport du genre, mais le genre c'est simplement un mot pour dire sexe. Parce qu'effectivement, la présidente de la commission qui assiste au débat a bien vu qu'après les débats, une fois qu'elle avait accepté tout ça, ça la dépassait et il y avait sûrement des implications qu'elle n'avait pas vu venir. Et donc elle a fait une annexe, sauf que cette annexe-là, effectivement, aujourd'hui, elle est quasiment oubliée. En 2004, va se créer un collectif, et là aussi important, collectif IDAO, qui est un collectif mené par un Français qui s'appelle Louis Georgetin, et le collectif IDAO, c'est un mouvement international qui rassemble les associations militantes LGBT et pro-gender. Et ce collectif IDAO, donc, est aujourd'hui présidé par Louis Georgetin, sur lequel je reviendrai dans quelques instants, parce que c'est lui aussi quelqu'un qui est très influent auprès des différents ministères, qui en plus d'être militant du genre, est le président actuel du CRAN, le Conseil représentatif des associations noires, et qui donc a été celui qui a été à l'origine à la fois de la Journée mondiale de lutte contre l'homophobie, mais surtout d'une vraie politique d'influence et d'infiltration des instances internationales par les militants pro-gender. Ça aboutit à une première déclaration en juillet 2006, lors de ce qu'on a l'équivalent des Gay Games. À l'époque, ça s'appelait les Out Games, qui sont des Jeux Olympiques pour gays et lesbiens, qui avaient lieu à Montréal. À l'occasion de cette... Pardon ? Tous les jeux, tous les sports classiques. Vous voyez, c'était que du très classique. Lors de ces Jeux Olympiques gays, s'est tenue en même temps une conférence qui a ramené à peu près 600 chercheurs, militants du genre, et leur objectif c'était d'écrire une déclaration des droits humains des personnes LGBT qui avait vocation à venir compléter la déclaration des droits de l'homme de l'ONU. Et dans cette déclaration-là, on va avoir vraiment la notion d'identité de genre qui va apparaître, et un petit peu selon ce que voulait Judith Butler, on va voir cette volonté de considérer que le fait d'assigner les intersexes à un genre, c'est une mutilation, et qu'il faut se battre contre les réassignations de genre des personnes intersexes, et donc, en gros, de fait, créer un genre neutre. Cette déclaration-là va être suivie quelques mois après, en novembre 2006, par un groupe, là, cette fois-ci très officiel de l'ONU, qui va se réunir en Inde, à Yogyakarta, et qui va aboutir à la création des principes de Yogyakarta, et pour la première fois, on a une définition très précise de ce qu'est l'identité de genre. L'identité de genre, c'est le principe 18, c'est une expérience intime liée à une prise de conscience.
Autant dire que on a balayé toute référence à l'anatomie, à la biologie, à l'histoire. C'est vraiment quelque chose qui apparaît comme ça, qui est simplement effectivement une prise de conscience, une expérience intime. Et ce principe-là va être repris en 2009 dans la déclaration des droits de l'homme et de l'identité de genre du Conseil de l'Europe. Donc voilà un petit peu dans les instances internationales. Comment c'est arrivé en France ? Alors je vais aller un peu vite. Première, parce que c'est déjà un peu long, première circulaire qui parle de la théorie du genre, qui parle de l'identité de genre, clairement, c'est la circulaire du 25 août 2012, circulaire de Jean-Marc Ayrault qu'il adresse à l'ensemble de ses ministres, où il impose à tous les ministres de suivre un séminaire pour apprendre ce qu'est en gros la théorie du genre, apprendre à lutter contre les stéréotypes de genre et à définir l'identité de genre. Non, je vais y venir justement parce qu'en fait, alors on peut en parler. Avant, en fait, il y a eu une polémique en 2011, polémique d'ailleurs qu'on assume totalement, puisque on a été ceux qui avons mobilisé les parlementaires pour demander est-ce qu'il y a une clarification. Ça a débouché sur un groupe de travail là-dessus. Mais dans les programmes officiels et dans les circulaires officiels, le mot genre n'apparaît nulle part. Puisque, en fait, le ministre de l'Éducation, on va y revenir, et c'est très important parce qu'aujourd'hui, justement, c'est le cas, le ministre de l'Éducation nationale arrête les programmes scolaires. Les programmes scolaires, c'est différent des manuels scolaires. Les manuels scolaires étant faits par les éditeurs et le ministre n'ayant pas son mot à dire sur ce qui est fait dans les manuels. Dans le programme scolaire de biologie, de sciences, alors c'est pour les élèves de première en SVT, donc en biologie, le programme dit qu'il y a un chapitre qui s'appelle « Devenir homme, devenir femme ». Dans 98% des manuels, puisqu'il n'y a que 3 manuels qui ont appliqué la théorie du genre, ça a été traduit, ce qui est compréhensible en biologie, par comment un garçon devient par le mécanisme de la puberté un homme, et comment une fille devient par le mécanisme de la puberté une femme. Et ça a été traduit dans presque tous les manuels comme ça. Il y a 3 manuels de mémoire, Bordas, Belin et Nathan, qui effectivement ont, à des degrés différents, introduit la théorie du genre, pour 2 d'entre eux simplement à travers un exemple, et pour un, alors je ne veux pas dire de bêtises, je ne vais pas vous donner lequel des 3, parce que j'ai un doute là qui m'arrive, et il y en a un qui effectivement allait beaucoup plus loin. Ça effectivement, nous ça a été une première alerte, puisqu'on a mobilisé à ce moment-là, on s'est aperçu que dans le ministère de l'Éducation nationale, il y avait beaucoup de gens, y compris notamment dans les inspections, qui étaient assez favorables à cela. Et quand les parlementaires, et il y a eu 133 parlementaires qui se sont mobilisés, des sénateurs notamment, pour qu'il y ait une clarification, on a eu une grosse levée de bouclier des instances du ministère de l'Éducation nationale. Mais clairement, la première fois que le mot genre est apparu, identité de genre notamment, et genre est apparu dans un texte officiel, c'est le 25 août 2012. Avant, c'était apparu dans des manuels, mais pas du tout dans des textes officiels. Et le 25 août 2012, donc pour revenir à ça, Jean-Marc Ayrault demande à tous ses ministres de pouvoir suivre un cours sur l'éducation à l'égalité de genre, à la lutte contre les stéréotypes, qui a été fait par Caroline Dehaas. Caroline Dehaas, qui à l'époque était conseillère de Najat Vallaud-Belkacem, mais qui est surtout la créatrice d'une association très très radicale qui s'appelle Oser le féminisme, et qui, en gros, a eu comme mission, et actuellement, il n'y a encore sur aucun autre dossier, ni la crise économique, ni l'industrie en France, etc., où les ministres ont été obligés de suivre un cours particulier. Le seul dossier où ils ont eu un cours particulier, c'est ça. Les ministres pleins ont eu droit à un cours particulier, et les secrétaires d'État ont eu le droit à des cours où ils étaient 5, face à cette Caroline Dehaas, qui en gros les a formés à ces questions-là. Malheureusement pour nous, le Figaro a révélé que, selon Caroline Dehaas, le meilleur élève qu'elle a rencontré, c'était Vincent Peillot. Deuxième élément qui va être une véritable feuille de route, là encore signé par Jean-Marc Ayrault, c'est le programme d'action gouvernementale contre les violences et les discriminations commises en raison de l'orientation sexuelle ou de l'identité de genre en octobre 2012. Là, en gros, tous les ministères ont un catalogue de mesures à faire pour valider ce programme-là. Alors, il y a certains ministres qui ont été plus ou moins rapides à le mettre en place. Par exemple, Manuel Valls
n'a toujours pas rempli sa feuille de mission, puisque lui a pour mission de mettre dans chaque commissariat de police un référent LGBT pour pouvoir parler des questions d'identité de genre, parce qu'il pense qu'on ne peut pas former autant, on peut former, j'avais dans quelques instants, les magistrats, autant on ne peut pas former les policiers à ces questions-là, donc il faut créer un poste directement dans les commissariats, donc ça n'a pas encore été mis en place. Par contre, Christiane Taubira, effectivement, a été très rapide dans la mise en place de son programme, puisqu'elle avait 2 missions, elle. La première, c'était former les magistrats. Donc les magistrats ont été effectivement convoqués à Paris pour suivre une formation de 2 jours sur ces questions-là. Là aussi, assez surprenant, parce que c'est la première fois depuis très longtemps que les syndicats de magistrats, qui là aussi sont quand même pas classés quand même réactionnaires, ont écrit à la ministre en disant qu'ils avaient peut-être autre chose à faire que de convoquer à Paris pour suivre des cours sur ces questions-là. Et deuxième chose qu'elle est en train de mettre en place, c'est un programme justement qui vise à faciliter les changements de genre à l'état civil. Et donc là, c'est en gros s'inspirer de le texte de loi dont je vous ai parlé, le texte de loi argentin, qui permet de changer de genre à l'état civil sans changer de sexe. Ce dispositif-là, il faut savoir que l'Argentine l'a mis en place en mars 2013. Mars 2012, excusez-moi. J'ai du mal à penser qu'on est en 2014. Mars 2012. Mais la France a fait précurseur, puisque le 23 décembre 2011, une proposition de loi est déposée à l'Assemblée nationale par les députés socialistes, 133 députés. Parmi ces 133 députés, il y a à peu près la moitié du gouvernement actuel, et Jean-Marc Ayrault et François Hollande. Et il dépose une proposition de loi qui, en gros, reprend à peu près les principes de celle qui existe en Argentine, c'est-à-dire la possibilité de changer de genre à l'état civil sans changer de sexe. En Argentine, il faut simplement qu'il y ait 2 témoins qui attestent que c'est sincère, une démarche sincère. En France, parce que les députés socialistes sont un peu plus sérieux, il faut 3 témoins. Mais c'est exactement le même dispositif qui a été prévu et programmé. Christiane Taubira, pour arriver à cela, a commandé un rapport à la Commission nationale consultative des droits de l'homme, qui va encore plus loin, puisque la Commission nationale consultative des droits de l'homme dit qu'il faut supprimer le mot de sexe du droit français pour le remplacer par le mot genre, et qu'il faut remplacer la notion de transsexualité par la notion de transidentité, qui est plus large et qui permet effectivement de prendre en compte 3 cas particuliers. La transsexualité, c'est-à-dire les gens qui vont changer de sexe en changeant de corps, les transgenres, ceux qui vont changer de genre sans changer de corps, et les queers, c'est-à-dire ceux qui veulent n'être ni homme ni femme. Et permettre d'avoir ces 3 catégories-là prévues dans la loi française. Ils deviennent fous quand même, ça a alterné. Et là aussi, il va falloir être très vigilant. Alors, à chaque fois qu'on éclaire ces questions-là, ça les fait un peu reculer, mais il va falloir être très vigilant, puisque il était prévu, il y a eu un amendement qui a été déposé il y a 3 semaines au Sénat sur cette question-là. Cet amendement a été retiré par Najat Vallaud-Belkacem, qui a dit qu'elle ne voulait pas de débat sur cette question-là tout de suite, parce qu'elle souhaitait que cette question-là soit traitée en 2014, dans le cadre après l'élection municipale, vraisemblablement, dans le cadre d'une loi sur la simplification du droit. Ce qui veut dire qu'on va avoir quelque chose d'aussi fondamental que la définition d'identité sexuelle, d'identité de genre, qui va nous être présentée comme une simple formalité administrative, une simplification de notre droit. Donc il va falloir effectivement être très vigilant, et pour l'instant, on est en train de travailler ça très précisément. L'éducation a lui aussi une feuille de route très importante, puisqu'elle a un rôle stratégique là-dessus. Alors, petit rappel en arrière, parce que je commence toujours par ça, parce que ça montre très clairement l'hypocrisie du gouvernement sur cette question-là. En mars 2013, Gilles Sommaruga, député des Hauts-de-Seine, dépose un amendement au projet de loi de Vincent Peillon sur la refondation de l'école, qui vise à rendre obligatoire l'éducation à l'égalité de genre dans l'école primaire. Elle dit très clairement, parce que peut-être qu'elle est un peu plus franche que la moyenne, que l'objectif, c'est de remplacer le genre qui renvoie à la culture au mot sexe, qui, lui, est biologique, et de la manière dont elle le présente, on comprend que c'est très mal et c'est très sale.
Et donc, elle va déposer son amendement, et cet amendement-là va être adopté à l'Assemblée nationale en première lecture. C'est le moment où vraiment l'Observatoire va lancer sa première grosse campagne, qui va d'ailleurs très bien fonctionner. D'ailleurs, j'imagine que certains d'entre vous nous ont peut-être connus à ce moment-là, puisqu'il y a 300 000 signataires qui vont signer notre pétition, et surtout qui vont nous aider dans nos modes d'action, qui ont été notamment d'appeler les sénateurs et de faire une grosse pression sur les sénateurs pour la deuxième lecture, pour la lecture au Sénat. Et au Sénat, effectivement, on va aboutir grâce à ça à un amendement rectificatif, et on va supprimer l'éducation à l'égalité de genre et le remplacer par l'éducation à l'égalité homme-femme. Puisqu'entre-temps, Vincent Payon nous avait déjà fait le coup, qu'il nous fait actuellement, de nous dire la théorie du genre n'existe pas, c'est simplement l'éducation à l'égalité homme-femme. Donc on leur a dit, nous, ça nous fait très bien, donc remplaçons le mot genre par éducation à l'égalité homme-femme. C'est adopté au Sénat. Et là où on voit que c'est totalement hypocrite, c'est qu'en deuxième lecture à l'Assemblée nationale, Barbara Pompili, présidente du groupe écologiste à l'Assemblée nationale, va redéposer un amendement pour supprimer l'éducation à l'égalité homme-femme et revenir à l'éducation à l'égalité de genre, en disant l'égalité de genre, ça va plus loin que l'égalité homme-femme. La question, c'est jusqu'à où ça va, ça on ne sait pas, parce qu'elle n'a pas voulu le dire, mais ça montre totalement l'hypocrisie du discours actuel qui consiste à dire que la théorie du genre, c'est simplement l'éducation à l'égalité homme-femme. Et cet amendement-là, donc, va être l'amendement Pompili va être redéposé. On a été très surpris d'ailleurs qu'il soit déposé, on ne pensait pas qu'il ferait ça. Et il a fallu une grande mobilisation, et notamment téléphonique, qui a permis de mobiliser une grande partie des députés de l'opposition et qui a permis de démobiliser une grande partie des députés socialistes qui sont partis à la buvette au moment où Pompili avait présenté son amendement, et se retrouvant toute seule, elle a retiré son amendement et elle ne l'a pas présenté, et du coup il est tombé. Deuxième élément qui va amener un petit peu la philosophie de l'éducation à l'égalité de genre dans l'éducation, c'est la circulaire du 4 janvier 2013, signée par Vincent Payon. C'est une circulaire qu'il adresse à l'ensemble des recteurs, et il va leur dire de s'appuyer sur la jeunesse